Donc aujourd'hui, on reçoit Maïté Sinave. On est vraiment très heureuse. Alors. Et pour toi, Maïté, je t'ai écrit une lettre d'amour. Ah, waouh. Un carré roux iconique, reconnaissable même sous des perruques vite fait enfilées dans des improvisations du théâtre Sainte-Catherine. Il est possible que tu sois le point commun de mille et un humains, d'âge, de hobbies, de nationalités diverses, ne se connaissant pas, ayant voulu un jour de leur vie essayer à la magie de l'improvisation. La première fois que je t'ai vu jouer, t'étais un coureur des bois, une sorte de raveur ivrogne, stick c'était bon. Je te voyais dérouler des personnages comme on dégaine des cartes à jouer, ta main était pleine, on pouvait tout miser. Au menu ce soir, à la carte, de la caricature. Ta liberté et la permission que tu prenais dans cet espace nébuleux qu'est l'humour nous a tous transcendés. Et c'est pour cette raison, et mille et une autres, que je suis super excitée de te recevoir ici ce soir. Enfin, ce matin. Aujourd'hui. Toi, l'inauguratrice des blagues douteuses et fines dans notre nouveau local. Pour tout ça et pour tout le reste, je t'aime, Maïté. Oh, wow! Ça y est, je commence avec une larme à l'œil. Oh! Ah, j'aime ça, c'est bien parti. Ça commence bien avec une lettre d'amour. Wow! Ouais, la bienvenue! Bienvenue. Merci! Puis on a full envie de discuter avec toi justement de ton rapport au personnage, à la caricature, puis à tout ce que tu te permets de faire sur scène. Mais on s'est dit qu'on pouvait commencer par la petite fille que t'étais. Est-ce que la petite fille que t'étais, elle faisait des personnages? Oh oui. Ça, c'était ce que je faisais. Moi, je suis la troisième d'une famille de 3 filles. Ah oui! J'ai 2 grandes sœurs. Il y a quand même un bon écart d'âge avec mes 2 plus vieilles parce que j'étais un accident. J'étais pas voulu. Alors, je suis arrivée et j'étais un clown. La seule affaire qui comptait pour moi dans la vie, c'était de faire rire mes sœurs. C'était ça mon but dans la vie. Il fallait que je les fasse rire. Alors, il n'y a pas une photo de famille où est-ce que j'ai un sourire normal. C'est toujours une face avec les joues gonflées, la veine sur le côté. Ma mère était en furie à chaque photoshoot parce qu'il n'y avait pas moyen de prendre une photo naturelle, tu sais. Ah ouais. Normale, enfin. Alors ça, c'était toujours ce que je voulais faire le plus au monde, faire rire mes sœurs. Et j'étais dans un monde imaginaire. Ma vie, elle était réelle, mais irréelle. C'est-à-dire que ce qui occupait mes journées, c'était de construire des mondes imaginaires. Alors, j'inventais des personnages qui étaient là dans ma chambre. Tu sais, j'avais plusieurs personnages avec qui j'interagissais. Puis je faisais leur voix aussi. Puis là, je faisais la mienne, je rétorquais, je faisais ci, ça. Et tellement que mes sœurs, à mon insu, ça, je l'ai su des années plus tard, invitaient leurs amis à venir m'espionner. Tu sais, des fois, elle avait des amis qui venaient, puis elle disait, viens, on va aller voir Maïté, qu'est-ce qu'elle fait. Puis à chaque fois, elle se marrait, puis parce que j'étais vraiment dans mon monde, quoi. Ah, mais Ouais. c'est trop drôle. Ah, c'est trop bien. Et c'est à partir de quand que tu t'es dit... Enfin, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le moment où tu t'es dit, OK, c'est ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que tu l'as su jeune ou plus tard? Je l'ai su très jeune. Tu sais, quand je te parle, là, quand j'étais dans le salon à 4 ans, 5 ans, en train de faire des spectacles devant mes sœurs, puis faire le clown, puis faire... Ça, c'était ça, mon rêve. Tu sais, puis ma mission sur Terre, de faire rire mes sœurs, tu sais, de faire la folle pour faire rire, c'était su déjà à cet âge-là. Ce qui est arrivé plus tard, c'est que là, le doute s'est immiscé dans mon petit cœur de fille. Fait qu'à 9 ans, j'ai été diagnostiquée TDAH et ma mère m'a dit que je devais prendre des médicaments pour le TDAH. OK. Mais à 9 ans, ouais. j'avais de la difficulté à comprendre ce truc-là de TDAH. Donc moi, ce que je comprenais du haut de mes 9 ans, c'est que je n'étais pas intelligente. Puis ça me prenait des médicaments pour égaler le niveau d'intelligence de mes camarades. OK. Alors, il y a comme une grande honte, un secret noir, vraiment. J'ai vraiment été honteuse de ça. Je cachais mes médicaments, il fallait que personne les voie. Puis j'avais de la difficulté à prendre ces médicaments-là parce que j'aimais pas ce que ça faisait. Mes sœurs disaient, quand tu prends la médication, on dirait, t'es comme plus toi, tu sais. Est-ce que tu arrivais toujours à être aussi drôle? Parce que je sais que j'en ai pris aussi de la médication pour le TDAH. C'est vrai que ça te
ça te rend toute sérieuse d'un coup et comme si t'étais devenue de béton. Exactement. Ça te faisait ça. C'est surtout quand tu parles d'un enfant de 9 ans, Ouais. les doses sont quand même assez fortes. En plus, oui. Donc, j'étais super focusée. J'écoutais vraiment. Je me souviendrai toujours de la première journée où est-ce que ça a kick in, Oh my God. le Ritalin. Fait que je me dis, vision sharp, là. Tu sais, je me souviens de la craie, là, puis des mots que la professeure, Madame Julie, elle écrivait au tableau, là, avec une clarté limpide, là. Tu sais, il n'y avait absolument rien qui allait pouvoir me déconcentrer de la phrase que Madame Julie, elle écrivait sur le tableau, là, tu sais. C'était quelque chose pour concentrer, parce que moi, je crois que je suis pas au clair avec ce que c'est que le Ritalin. Oui, le Ritalin, dans le fond, c'est un psychostimulant qui aide à concentrer son énergie. Les enfants qu'on qualifie de TDAH sont très spontanés, donc il y a un filtre qui est comme pas là. Oui, rapidement, ils vont juste agir sous l'impulsion du moment. Donc ça vient vraiment renforcer le filtre. Donc, il y a quelque chose qui est dans ta vient... bulle, vraiment, là. Oui, exactement. Tu sais, tu vas pas agir sous impulsion. Il va y avoir cette espèce de contrôle-là. Ouais. Tu sais, tu vois la différence dans des enfants dans une classe, médicamentée ou non, il y a une grande différence. Oui. Fait que je dirais que ça, tu sais, ça avait comme mis une espèce de... peut-être un genre de frein et un doute. Il y a un doute qui planait, tu sais. Alors qu'au contraire, le TDAH, je trouve que c'est un trouble, justement, qui permet d'être... justement, vu que tu es hyper impulsif et qu'il y a un peu n'importe quoi qui sort de ta tête, ça permet justement d'être drôle et d'être out there et d'être différent et de se démarquer des autres. Oui, parce que le clown, tu sais, quand tu le regardes, le clown va revendiquer, le clown va montrer la grande frustration qu'il a à essayer d'ouvrir une chaise. Ça peut être un numéro aussi banal qu'il essaie d'ouvrir une chaise, ça marche pas, il se fâche, puis il trouve des stratégies en cours de route. Puis effectivement, il y a quelque chose de très impulsif. Tu sais, l'artiste, c'est ça, il y a quelque chose de très, très, très impulsif. Puis, donc, c'est ça. Fait que là, ça l'a comme pris une espèce de tournure un peu différente. Okay. Mais le théâtre est revenu dans ma vie bien vite. D'ailleurs, c'est ça. Ici, les lieux dans lesquels on est, tu sais, moi, j'y étais il y a 16 ans. Ça, j'avais 21 ans, en tout cas, si je fais le calcul correctement. À 21 ans, je suis arrivée à Montréal, puis j'ai découvert ce lieu-ci, j'ai découvert Alain Mercier-Cas. Fait que pour ceux qui connaissent pas Alain Mercier-Cas, c'est une bébite, un vrai artiste, les cheveux tout le temps ébouriffés, un crayon en arrière de l'oreille. C'est un écrivain, c'est un metteur en scène, il a fait toutes sortes de choses. Puis moi, à 21 ans, je l'ai rencontré. Et là, il m'a fait découvrir ces lieux-ci. Puis à l'époque, ça s'appelait Theater 314, le théâtre 314. C'était un studio, dans le fond. Puis on faisait un théâtre clandestin. Fait que c'était pas legit. Mais on était saltimbanques. Ils se mettent sur la scène, ah ouais, on va faire rentrer du monde ici, on va faire du théâtre. C'est un peu ça l'impro finalement, c'est un peu un théâtre clandestin aussi. Ben, c'est du théâtre qui est comme pas pratiqué, pas écrit, il y a rien de tout ça, c'est dans juste prendre la scène. C'est prendre la scène ici maintenant, puis pour ceux qui n'étaient pas là ce soir, ben tant pis, vous avez manqué de la magie, tu sais. Il y a ce sentiment privilégié-là chez les spectateurs d'impro, tu sais, de se dire, hey, moi j'étais là cette soirée-là, ça a vérifié. On se regarde un peu tous. Exact, regarde ça, on est témoin de ça qui est en train de se construire au moment où on le regarde. Oui, vraiment. Puis il y a quelque chose de full intéressant dans l'improvisation parce que justement ce truc que tu dis, l'espèce de retenue, le rapport au filtre, etc. Eh ben là, dans la manière dont toi tu l'enseignes aussi, c'est ce que tu nous dis de lâcher, de vraiment lâcher. Donc est-ce que tu trouves qu'il y a une espèce de lien dans ce que toi t'as compris de toi, de qui tu étais, de ce truc-là, de ce filtre qui t'a finalement peut-être fait du mal quand tu étais plus jeune. Ouais. Ben, tout à fait. Parce que en tant qu'enseignante d'impro, j'apprends au monde à être TDAH finalement. Non, mais sérieusement, c'est vrai. C'est vrai, oui. T'as une étincelle d'idée, vas-y. Dis oui à ça. N'hésite pas, allez, fais-le tout de suite. Tu justifieras après. Tu sais, c'est ça qu'on dit en impro. On dit comme, fais-le. Tu le justifieras après. Ouais, tu sais, dis, j'ai quelque chose de secret caché dans la chambre, viens, suis-moi. Tu te rends jusqu'à dans la chambre, puis Chris, on va le découvrir après, c'est quoi l'affaire, tu sais. Tu te mets en danger, tu te plonges dans un lac. Je trouve qu'il y a un truc qui est hyper inspirant dans l'impro, c'est qu'une des plus grandes règles, c'est de jamais dire non et de toujours dire oui et de suivre la personne. Je trouve que c'est quelque chose de super beau aussi à appliquer dans sa vie. Est-ce que tu as l'impression que t'as
dans ton parcours, justement, beaucoup appliquer ça et dire un peu oui à plein de choses pour essayer plein de choses? Tout le temps. C'est ça. Moi, je fonctionne comme ça par... Ouais. tu sais, je dis oui, j'accepte ce qui est là. Et des fois, oui, ça peut peut-être te mettre dans la merde, mais en même temps, je trouve ça tellement beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment chouette. Bah oui. Puis dans la créativité, c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. Mettons, le matin, qu'est-ce que je fais? Je fais des morning pages. Fait que c'est un procédé d'écriture dans lequel, première chose que tu fais en te réveillant, t'écris, puis tu dois le faire de manière très, très, très rapide. Même pas le temps de reculer pour aller corriger les fautes, pas le temps de penser, rien. Tu fais juste faire aller tes doigts sans cesse pendant 30 minutes. Ouais. Fait que finalement, c'est comme un exercice d'improvisation qui est aussi dans un temps restreint, ou c'est comme un espèce de truc? Exactement. C'est 30 minutes, tu pars ton petit chrono, là. 30 minutes. 30 minutes, oui. Puis d'un coup, tu fais go, c'est parti, tu peux pas arrêter. Alors ça, c'est dire oui. Ça, c'est vraiment dire oui vraiment. à tout ce qui se passe dans ta tête, à ton inconscient, à tout ça. C'est comme, oui, vas-y, allez. Et ça, tu l'utilises pour trouver des idées de sketch ou pour plus apprendre à te connaître toi-même? Ben, en fait, moi, je le fais parce que là, en ce moment, je fais de l'humour, puis je veux écrire des gags. Ouais. Donc, ce que je fais ça. Mais après ça, avec les morning pages, tu peux faire tout. Si tu veux écrire un livre, et la quantité de pages que j'ai écrit en un an et demi, là, il y a du stock là-dedans. Tu gardes tes carnets. Ah oui. Par année. Ça fait que 2024, j'ai des tas de pages. C'est quoi la forme du carnet que tu préfères? La forme? Ouais, comment est-ce que tu choisis tes carnets pour écrire dedans? Parce que la forme, tu sais. Mais moi, j'écris à l'ordinateur. Mes morning pages, ça, c'est tout ordinateur. Moi aussi, là. je suis Tout parce très que ça va. ordi. Ça va J'ai super essayé à la vite. main. Des fois, je le fais, mais ça fait très mal aux bras. Mais 30 minutes, c'est un peu long. C'est vraiment demandant, là. Ça fait mal, t'as mal aux muscles. On n'est pas habitué d'écrire autant à la main. Et Ouais. juste pour revenir un peu sur ton parcours, on a vu que tu avais fait l'École nationale de théâtre. T'as dit, j'ai fait l'École nationale de théâtre? Non, j'ai Non. Ah non, j'ai cru. L'école supérieure de théâtre de l'UQAM. Ah, pardon. Hey, UQAM forever. J'ai mal lu. Gros big up à l'UQAM. Moi, j'ai adoré. Cela dit, j'ai fait... Excuse-moi, non, c'est pas grave. j'avais lu genre l'École nat, mais non. Alors. Non, ils m'ont pas voulu. Mais j'ai fait Ils ont eu tort. J'ai fait les stages. Je me suis rendue à 2 fois faire les stages. Et puis, finalement, non, j'ai pas été sélectionnée. Fait que j'ai fait l'UQAM. Ok. Mais l'UQAM est une super école. Comment en c'était? fait, à bien y repenser, là, ça a été un cadeau, l'UQAM. Un réel cadeau. Ça a été un endroit tellement vivant au cœur, des quartiers des spectacles entourés. Il y a le théâtre Sainte-Catherine qui est juste à côté. Puis les festivals, tout ça. Puis aussi, quelque chose avec l'École supérieure de théâtre à l'UQAM, c'est qu'il pousse vraiment l'artiste à créer des choses. Créer tes projets, fais des collaborations, écris. Donc, en sortant de là, je me suis sentie réellement outillée et vraiment inspirée. Je me suis pas sentie contrainte. C'est pas comme s'ils voulaient te casser puis te faire comme sous un même moule où il y avait quelque chose de très... je sais pas, quelque chose qui me rejoignait plus avec la philosophie du quand même super, genre, familial et tout. Ouais, Tu avais un nom, toi, à ta cohorte? Ah ouais, c'était les Titans. Les Titans! Oh, c'est une super belle gang. On a vraiment trippé ensemble. C'est trop drôle. Là, il y a une espèce de rituel dans les années, là... À l'UQAM, où ils commencent toujours par un, donc il y a les immanquables, les introuvables, je crois. Ok, c'est pas fait. Ils se donnent. C'est bon. Ah, c'est bon. Les Titans, c'est bon aussi. Oh, les Titans. Il y a de la gueule. Et comment t'as fait le pas entre l'impro et du coup le stand-up? Parce que entre l'impro et le stand-up, en fait, entre le théâtre, impro, stand-up. Parce que l'impro, t'improvises, le stand-up, c'est quand même t'écris tes répliques. En fait, comment le stand-up est arrivé? Moi, j'étais au Théâtre Sainte-Catherine un soir, j'ai fait un show. Puis là, après le show, ça, c'est il y a 2 ans, je vais au bar, là, je parle avec Mark Lauch, le propriétaire du Théâtre Sainte-Catherine. Puis là, Mark, il me regarde, il dit, Chris, tu sais, t'es vraiment drôle, mais tu sais. Puis j'ai vu beaucoup, à travers les années, des humoristes passer. Parce qu'au Théâtre Sainte-Catherine, on a plein de soirées d'humour. On a Off Just for Laugh qui est là, tu sais. Puis il dit, j'ai vu plein d'humoristes passer. Puis il y en a plein qui sont même pas aussi drôles que toi, tu sais. Essaye donc. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais quoi, m'en vais essayer. Fait que là, ça a été vraiment un thrill. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un stress comme ça. Ouais. Je me suis bookée sur une soirée open mic au karaoké du Vieux-Saint-Hubert un lundi soir, tu sais. Il y avait pas grand monde, là, tu sais, je sais pas, une quinzaine de personnes, mais tu sais, j'avais là, la main qui tremblait comme une feuille, là. Ouais. J'étais apeurée, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire là, tu sais. Je vais monter sur la scène.
sans personnage. C'est ça qui me faisait vraiment peur. Je vais monter sur la scène en tant que Maïté et je vais avoir comme mission de les faire rire. Ouais. Puis c'est là que j'ai remarqué que toute ma vie, j'ai joué des personnages. Mes personnages me donnent la force de faire rire, me donnent la force de me plonger dans quelqu'un qui est autre que moi. Mais moi, Maïté, prétendre que je suis un clown, c'était... ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vécu, ça. Maïté de 4 ans le vivait, tu sais, à quelque part. Mais Maïté de 35 ans, c'est comme j'ai utilisé souvent des personnages pour faire rire. Puis là, c'était comme vraiment Maïté Sinave monte sur la scène et va essayer de vous faire rire, guys. Good luck! Ah ouais, c'est super intéressant. On s'est écrit une question qui nous est forte, c'est est-ce que le passage dans les personnages te permet de te protéger du ridicule? Tu vois? Est-ce que les personnages te permettent d'aller dans une forme de caricature où... Tu vois ce que je veux dire? Ben, protéger du ridicule, j'adore le ridicule. Ben oui. Et il y a rien qui sera trop ridicule quand j'ai un personnage, tu sais. Ouais. Mais c'est le Maïté. Tu sais, c'est le jouer soi. Et c'est parce je trouve tellement qu'on a plusieurs visages. Tu sais, il y a le visage mère. Tu sais, moi, j'ai 2 jeunes enfants. Il y a ce visage de mère-là. Il y a le visage de conjointe. Il y a le visage de professeur d'art dramatique au secondaire. On a toutes sortes de visages sociaux. Et donc, quand t'arrives, tu sais, sur la scène, puis t'as encore tous ces masques-là, puis c'est complexe. Ouais, faut que tu t'en trouves un pour la scène, tout en restant toi-même. Ouais, tu vois, c'est compliqué. Il y a quelque chose que je trouve difficile, puis je trouve que le personnage donne cette espèce de liberté-là. J'enlève toutes ces responsabilités-là, tous ces visages de mère, enseignante, conjointe, qu'importe, crée ça au vidange. Et là, je laisse vivre un personnage qui, lui, il y en a juste une face, il y en a juste une raison d'être. Elle est claire, elle est vive, elle est... Est-ce que c'est aussi parce que si on te critique, il y a une différence entre critiquer un personnage et critiquer Maïté, genre? Ça, honnêtement, je pense que je suis immunisée. Ah ouais? Si tu savais à quel point je m'en contrebalance. Et comment tu fais? À un degré. À un degré. C'est fou. Génial. C'est quoi la recette? Je pense qu'il y a une fois où est-ce que j'ai vraiment pris une décision qui m'a... Asti que c'est une bonne décision que j'ai prise. C'était lors du Lady Fest. Ça, c'est un festival de sketch de femmes qui s'est passé. Et là, attention, je venais d'accoucher de mon fils qui va avoir 8 ans en avril. J'étais là, tu sais, post-allaitement. Ça fait environ, c'est ça, ça fait environ 8 ans. Et je fais partie d'une troupe de sketch avec Sandy Armstrong puis Heidi Weeks. Puis là, on se dit, OK, on fait un truc éclaté, un truc pété. Puis on a un designer européen vraiment, vraiment expérimental qui vient présenter sa ligne de vêtements et on a le host, le talk show, l'animateur, qui est là. Et moi, je suis le modèle, je suis le top modèle qui fait des catwalk, walk-in, walk-out. Et là, premier walk-in, je fais une ligne, je présente une ligne. Deuxième, je présente une autre ligne. Et la troisième ligne, ça, c'est mon idée. Puis là, honnêtement, c'était malade. J'ai dit, OK, on va s'inspirer. Tu sais, là, la tenue de l'empereur, là. Tu sais, là, la fameuse tenue que c'était juste les personnes intelligentes qui pouvaient voir, tu sais, cette espèce de... Donc, c'est un habit qui n'est fait de rien, finalement. L'empereur véhiculé dans le village en culotte. Puis il y a juste un enfant, un petit garçon de 5 ans qui dit « Hey, l'empereur est tout nu! » Fait que là, on a refait ça. Fait que j'étais flambant nue. J'étais dans les coulisses du Théâtre Sainte-Catherine. Personne ne le savait. Il y avait juste mes 2 collègues qui le savaient. Puis ils étaient comme, t'es sûr de faire ça? J'étais comme, on le fait. Oh my God. Post-accouchement, là, des seins, là, vides, en bas nylon, là, 2 longues couilles d'octogénaire, là, tu sais, ridées, fripées, dégueu. Les lèvres de post-accouchement, là. Un vrai corps de femme, là, qui vient de vivre un accouchement. Ouais. Et là, je monte sur scène et je fais je gesticule, parce que là, on vantait les mérites de cet habit-là, comme quoi c'est comme une deuxième peau. Il est doux. Tu peux faire tout avec ça.
Tu peux faire de l'équitation. T'imagines-tu, là, je me mets à faire comme si j'étais sur un dos de cheval, puis ah ouais, les seins swing de gauche à droite. Je fais du jardinage avec les postures les plus moches, mon dos courbé. wow. Le monde se pouvait plus. On a eu un standing ovation. C'est tellement bon. Il y a des femmes qui sont venues me voir après le show, Mais oui. ils m'ont dit « Chris, asti, tu m'as fait Mais oui, rêver. » J'ai on en des voit. accolades de femmes que je connaissais pas. Ils étaient comme « Man, c'est fou ce que tu as fait là ce soir. » tu sais. Puis je sors de là, puis tu sais, il faut que je leur explique Ben ouais. tout le travail que j'ai dû faire pour me rendre là, parce que ça n'a pas été facile. Ouais, c'est ça. Mon conjoint, il voulait pas que je fasse ça, parce que Ah je oui? lui avais dit que j'allais faire ça. Et là, pour lui, c'était impensable. Ouais. Parce que... Puis j'étais comme, pourquoi c'est impensable? Il dit, ben parce que c'est notre intimité. Ah, genre, ton corps et votre intimité à tous les deux. OK. Alors là, c'est devenu politique. Ouais. Et c'est vrai que le politique se retrouve dans la cuisine, bordel. J'étais comme, fuck! C'est fou. Là, il faut que je le fasse. Ouais. Là, tu viens de Ben non, confirmer ah que ouais, je dois. mais Là, c'est tellement nécessaire. fort. C'est nécessaire que je... Oui. Ah, mais c'est fou. Ah, Puis en plus, 100%. on a grave parlé avec Hello, puis, parce que Hello, du coup, fait de la scène aussi. Moi, j'ai fait du théâtre aussi. Puis on disait, mais c'est dur de monter. En fait, même quand on essaie d'être ridicule, j'ai toujours cette pensée derrière ma tête qui me dit non, il faut de toujours quand même bien me tenir et de rester quand même désirable Rentrer sur scène. ton ventre. Ouais, alors que, enfin, frère, t'es en Avoir train de quelque jouer chose. un ogre, genre, pourquoi t'essaies d'être Ouais. sexy? Mais du coup, comment tu fais? C'est quoi le processus? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une recette? Est-ce que le J'imagine regard pas qu'il y a une masculin, le recette. regard qu'on impose de ton corps désirable reste tout le temps ou est-ce que Ouais. justement tu arrives à le chou? J'ai tellement souffert longtemps de troubles alimentaires parce que je voulais être belle, je cherchais de la Ah, wow, validation ok. dans le regard de l'homme pendant longtemps. J'ai eu anorexie, boulimie, je me suis fait vomir pendant des années. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Dans ta jeunesse, jeune. Ça a commencé quand j'avais 14 ans, ça a terminé quand j'avais 19 ans, je crois. Est-ce Wow. que ça s'est fini parce que justement tu as soigné ces regards en toi, tu penses? Ben, je te dirais que c'est à travers les œuvres, les personnages, les prises de parole, les rencontres que j'ai eues avec le public, les sketchs que j'ai faits, l'improvisation que j'ai faite, danser comme une guignole à poil avec des longs seins qui ballottent. Tu sais, mais c'est sûr que ça fait partie de nos vies. C'est encore Ouais. là, c'est encore présent. Même que, tu sais, je veux dire, je sans filtre, si je vais le dire. Il y a 1 an, je pense, j'ai fait une connerie, midlife crisis, appelle-le comment tu veux. Je suis allée dans une clinique, me suis fait injecter du Botox entre Ah les ouais. 2 yeux. Mm. Fait que tu vois-tu qu'encore, il y en a des moments où est-ce que je suis comme, je veux plaire, je veux Ouais. être belle. Mhm. Mais c'est ça, c'est un poids et c'est un boulet qui te retient et tu peux pas transcender, tu peux pas te rendre où je veux me rendre. Ce que je veux faire dans la vie, là, c'est de faire rire le plus de personnes. C'est ça que je veux faire. Et là, Je veux- t'existes hors de ton corps complètement. Genre, Ouais. on t'apprécie pour ton cerveau, pour ta personnalité. C'est ça qui ressort. Ouais. Mais c'est là-dedans que... C'est cet endroit-là, c'est cette place-là dans laquelle je suis bien, puis dans laquelle je sens que c'est nécessaire Ouais. que je sois là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, donc, c'est pour ça que, oui, effectivement, c'est un travail d'une vie, tu sais, de se défaire de ça. Ouais. Fuck de quoi j'ai l'air. Mhm. Mais ça se fait, puis ça se fait. Et je me pose des questions parce que je joue souvent des personnages masculins. Mhm. Puis je me dis, de où ça vient? Tu sais, comment ça se fait qu'il y a ces personnages masculins qui ressortent comme ça? Mhm. Ben, on dirait qu'il y a comme une espèce de je sais pas comment dire, c'est comme... On dirait que je deviens égale. Puis je veux pas... Mm. Quand Je comprends très bien ce que tu veux dire. j'ai peur de le dire, j'ose Mais pas le dire, Je mais... sens très bien ce que tu veux dire parce que moi, quand je me mets une petite moustache, ça me fait cet effet-là. Ouais, Que je raconte. tu vois? Et là, on a un Ouais. personnage qui s'appelle Bielin. C'est Ouais. ça, c'est un Bill. personnage de King, de drag king. Ouais. Et moi, il y a comme un truc qui est permis, puis une transcendance de permission quand j'incarne un homme sur scène. Et c'est aussi parce que dans nos propres imaginaires et dans les narratifs collectifs qu'on nous a racontés, ben, les hommes sont plus marrants, plus puissants, plus ridicules aussi à des Ouais. endroits, tu vois. Et Exactement. donc, passer
En fait, même en improvisation, et genre, je me suis... Parce que pour en avoir fait un peu, surtout pour du clown, je me suis rendu compte que quand je voulais faire rire, je passais toujours par un personnage masculin. Ouais. Pour moi, incarner un personnage féminin n'est pas marrant pour les autres. Mais enfin, c'est complètement fou. C'est irréaliste de dire un truc comme ça, mais les premiers personnages, quand je souhaite faire rire, qui montent en moi, sont des personnages masculins. C'est contextuel, hein? Oui, mais je te comprends. Moi, je l'ai ressenti quand j'ai commencé à faire du conte. J'ai fait du conte et légende en sortant de l'UQAM. Ouais, ben ça va te rejoindre, le conte. Fait que c'était avec les fantômes du Vieux-Montréal. OK. Fait que là, j'ai été engagée là, puis on me demande de faire un personnage de conteur. Ben, tu sais, je veux dire, faut que je raconte des contes et légendes à des touristes. Fait que des groupes de touristes qui viennent à Montréal dans les petites ruelles du Vieux-Montréal. Fait que là, on a un gros costumier, choisis ton costume. Fait que moi, je suis portée à aller chercher des pantalons, une cravate, puis un veston, puis je me mets les cheveux de même, puis là, c'est ça qui me rendait le plus confiante. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des conteurs, hommes, qui me regardaient, puis t'es comme, mais t'es-tu une femme? T'es un homme? J'étais comme... Voyelle! Je suis une entité, tu comprends-tu? Je suis contre. Je suis contre sur pattes, puis Chris, j'ai besoin d'avoir des astis de souliers, puis un veston. Puis c'est comme ça que je me sentais, parce que c'était terrifiant pour moi de faire ça, honnêtement, là. C'était, tu sais, rencontrer du public, pas de quatrième mur, raconte des histoires de contes et légendes, puis fait que j'avais besoin d'avoir un ancrage, puis cet ancrage-là, je l'ai retrouvé dans un veston puis une cravate. Ouais. Puis c'est ça, il y a quelque chose, effectivement. Je n'étais pas portée de prendre la jupe. On dirait que la jupe, ça m'aurait... Non, parce qu'en fait, c'est connoté. Je pense qu'il y a aussi le rapport à l'accessoire où, tu vois, genre... comme par exemple, quand je te dis justement que tu t'enfiles des perruques quand tu joues en improvisation, l'accessoire est un symbole, est un objet qui fait du sens pour tout le monde. Ouais. Donc, quand tu mets une jupe, le monde... ont un symbole qui projette dans la jupe. Ouais, ils vont voir la maman, ils vont voir la femme, ils vont voir la... C'est ça. Et donc, il y en a plus ça te dans les laisse vêtements de moins femmes, de possibilités parce que les objets dédiés aux femmes, sociétalement, sont des objets plus enfermants. Et donc, pour justement le passage à l'humour, tu sais, genre... C'est moins confortable aussi, enfin, de porter des talons, de porter des... Mais c'est super drôle, c'est juste que, tu sais, le talon est comme restreint. Tu peux pas faire mille et un... Bah oui. Tu peux, mais... Même physiquement, tu peux pas faire mille et une choses avec des talons. Et je me demande aussi, est-ce que dans toi qui es prof d'impro et qui vois plein de gens jouer, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des différences? On va, comment dire, quand on va jouer un personnage féminin, on va les caricaturer souvent de la même chose, et des hommes de l'autre côté, on va faire un peu ça avec les hommes. Attends, je sais pas si je formule bien ma question. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. On a des endroits, des stéréotypes, des clichés qu'on va les présenter. Ouais, puis je pense que c'est pour ça que j'ai de la difficulté à aller jouer des personnages féminins un petit peu. C'est que j'ai pas envie, des fois, d'aller rire de ces stéréotypes-là parce que je comprends d'où ça vient. Tu sais, j'ai pas envie de rire d'une femme superficielle parce que je sais c'est quoi le struggle. Ça, on l'a fait tout le temps, la femme superficielle. Exact. Bah oui. Puis j'ai pas envie, tu sais, je trouve ça plus facile de rire des hommes que de rire des femmes. Tu vois, c'est comme... Fait que c'est ça, mais oui, tu sais, pour en revenir aux pantalons, pourquoi je les aime, les pantalons, pourquoi je les aime, les personnages d'hommes, tout ça, c'est que je sais qu'en faisant ça, je m'éloigne de l'image de la femme, puis je m'éloigne aussi de l'envie de plaire ou de, tu vois, ça ne m'habite même pas, c'est même pas à des kilomètres à la ronde. Quand j'ai un molette, quand j'ai ma gueule de jeune cave, tu sais, je suis en sécurité parce que je suis loin de cette identité de femme qui doit plaire dans le regard de l'homme, tu sais. Ça fait du bien. Moi, j'ai envie qu'on utilise un de tes personnages pour justement retracer comment est-ce que tu fabriques genre sa caricature, en fait, finalement. Puis il y a pick up à notre troisième accoucheuse d'idées Marine qui n'est nous a pas là. parlé de Carole Frivole. Oh yeah, avec Carole! Beaucoup d'amour. Elle t'a dessiné, on te montrera les dessins qu'elle a fait de toi. Oui. Marine qui fait du sketchnoting, donc qui dessine en Cool. live. Et donc, Carole Frivole. Après, on allait lire la description que tu lui as fait sur... Je pense que c'est sur ton Instagram que tu as posté, puis il y a comme un texte, puis on t'invite aussi à partager ce que tu as écrit sur ce personnage. Ouais. Mais, par exemple, du coup, c'est une femme qui porte un costume
Comment dire? Ouais. Ou Carole Frivole. Ça, c'est chouette. Moi, j'adore la musique. La musique a toujours fait partie de ma vie. Et c'est une source d'inspiration inépuisable pour moi. Alors, plein de personnages sont nés de musique que j'écoutais. Fait que je suis dans mon auto, j'aime ça, penser à des idées pour des sketchs quand je conduis. J'entends la musique, puis là, je trouve que il y a une espèce de beat un peu, boum, boum, boum. Puis là, je me mets à penser à tu sais, ce concept-là de la femme qui doit plaire, qui doit être belle, qui doit être jolie, qui doit être séduisante, puis le regard de l'homme sur elle et tout ça, puis ça me fait chier, mais ça me fait chier à un degré extrême. Fait que j'ai envie de jouer avec ça. J'ai envie d'avoir un côté aguicheur, mais monstrueux comme ça. Le regard de l'homme, il sait plus quoi faire. Il est comme Chris, on dirait que je turn on, mais c'est fucking dégueulasse. Comprends-tu? Je voulais fucker avec le cerveau, genre. Fait que j'étais comme... Puis au début, l'idée, c'était d'avoir 3 femmes. Donc, c'était des... voyons... Tu sais, non, le mot m'échappe, mais des corps difformes. Donc, des espèces de corps... Puis je sais pas pourquoi blanc, mais une espèce de corps déformé, monstrueux, avec une tête nue, donc sans cheveux, quelque chose de très... qui ressemble à un œuf, une tête d'œuf. Oui. Mais... avec le regard très séduisant, des grands cils, du maquillage brillant, quelque chose de vraiment sexy et des talons hauts, puis des mouvements très érotiques. Vraiment quelque chose de super érotique, mais... Dans un costume d'œuf. Dans un costume. C'est génial. Dans un costume franchement génial. grotesque, là, vraiment weird. Puis ce que j'aime aussi de Carole Frivole, c'est que elle comprend pas pourquoi elle pogne pas. Elle, ce que j'aime de Carole Frivole, c'est qu'elle Elle se est sent confiante, belle. mais genre une confiance de béton, là, tu sais. Elle est sûre qu'elle a qu'est-ce qu'il faut, mais elle l'a pas pantoute. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi. Ouais. Je trouve ça le fun. Elle est touchant ouais. Ouais. Puis c'est bon qu'elle ait confiance, là. Ah oui. Hey, bah, c'est ça. C'est nécessaire. Elle est là, mais oui. Elle doit être une tonne de briques. Ouais. Une tonne de briques, puis il y a quelque chose... Encore là, tu vois, le fait que mon costume est grotesque et laid, ça me protège. Je peux arriver là, à ça de la face d'un homme, là, twerker avec une fesses. Je peux me permettre, parce que je sais que c'est... Mais en même temps, il y a un message très fort, là, tu sais, dans mes paroles de chansons. Je dis comment, tu sais, je parle de tous les procédés qu'on fait, toutes les transformations qu'on fait sur le corps, tu sais, day in, day out, tous ces changements-là, pour ériger le phallus, tu sais, parce que c'est la chose qui est importante, tu sais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te fait ce personnage? En quoi il est libérateur, ce personnage? Est-ce que tu l'as... Ben, parce que c'est les paroles que je peux me permettre de dire, étant donné que c'est tellement humoristique, c'est tellement drôle, c'est tellement pété, tu sais, avec mon Rice Krispies que je mange devant un public, puis mon micro que je trempe dans des balles, puis c'est vraiment, il y a une espèce de guirlande de cirque qui me sort des fesses, puis c'est vraiment quelque chose de flyé, pété. Fait qu'à travers toute cette folerie, cette clownerie, ben, je peux dire des mots, tu sais. On m'a toujours dit qu'une femme, fallait que ça soit sexy. Fallait pas que je fasse rire, fallait que je fasse durcir. Ouais. Tu sais, jeûne, botox, laser, absolument tout pour plaire, blanchiment d'anus. Donc, je parle de ça, tu sais. Fait que... J'ai l'impression qu'en plus, dans les... Enfin, en tout cas, c'est les expériences que je vis, mais j'ai l'impression que quand je suis entourée de mecs et que je suis la seule femme, je dois absolument être drôle. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme l'humour, c'est un truc qui permet de m'intégrer plus facilement aux hommes. J'ai l'impression que c'est un truc que j'utilise pour exister avec les hommes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi ou... Non. Non. Mais en même temps, c'est intéressant. Toi, tu sens que ce serait... pour exister auprès des hommes, tu utilises l'humour? Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça que je m'intègre plus facilement aux hommes dans la vie. J'ai toujours été utiliser ça pour exister. Parce que tu sais, quand t'es entouré de mecs, souvent c'est dur de prendre la parole, c'est beaucoup plus difficile de te faire écouter. Je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais je le là, d'être drôle, ça me permet... Ouais, peut-être que c'est parce que t'as pas envie de répondre aux trucs qui te mettraient obligatoirement dans un rapport de séduction. Donc tu aussi, ouais, c'est de sortir peut-être une manière de te protéger. T'es comme... Enfin, j'ai l'impression que aussi prendre une posture d'humour,
immédiatement, ça donne comme un référentiel commun de... Ouais, genre, on se comprend, on est pareil. Là, on est sur un système d'égalité. Tout à fait. Parce que l'humour a ce pouvoir-là, je pense. Puis les petites filles, genre, à l'école, ont jamais été perçues comme drôles, tu vois. Genre, c'était toujours les petits mecs dans la classe qui faisaient rire tout le monde, qui se faisaient sortir dehors parce qu'ils étaient drôles, mais genre, les petites filles... c'est pas genre, t'es censé être sage, t'es pas censé être drôle. Fait que c'est une manière de prendre ta place. Ouais, c'est tout à fait. J'ai l'impression. Puis, mais est-ce que toi, tu sens de la difficulté dans le fait, j'imagine qu'on a dû te poser cette question tellement de fois là, mais d'être une femme humoriste, comment tu te sens comme je sens que c'est nécessaire de vraiment non seulement le faire régulièrement, être sur les réseaux, comme par exemple, récemment, j'ai eu un commentaire d'un hater qui me dit, il dit, tu devrais travailler dans une job tu devrais faire comme toutes les autres femmes de ton âge, puis travailler dans un 9 à 5. Nice, oh my God! Nice. Very nice! Aussi aigri que toi. Ah non, mais vraiment! Dis donc! Oh my God! Fait que oui, tu sais, c'est excessivement important. Oui. Excessivement important. Puis tu sais, il y a tout ce rapport-là. Quand je dis, ah oui, moi je suis humoriste, puis je vais faire des spectacles le soir, tout le monde me dit, wow, t'as un bon chum. Ah ouais? Ouais. Wow, ton Comment chum, ça? il est vraiment bon parce qu'il garde mes enfants. Mais là, wow. Eh ben ouais. Mais c'est vraiment fou, on gentil, est tellement pas censé les féliciter pour ça. C'est comme dans le sens, tu sais, juste... c'est ses enfants aussi. Parce bah que, oui. Non, mais c'est ça, comme quoi, tu sais, j'ai été chanceuse d'avoir un chum qui te permet de, tu sais, oui, effectivement, je suis chanceuse, c'est sûr, mais rapidement, on va encore avoir cette espèce d'image-là que, ouais, la femme travaille dans un 9 à 5, puis les soirs de semaine, ben, elle est avec les enfants, puis donc oui, je pense que mon rôle, il est important là. Il est important de jouer. Il est important aussi d'enseigner. Là, je vais enseigner à l'École nationale de l'humour. Je commence en février. Ouais, je suis vraiment super contente. Fait que, fait que pour moi, c'est important de non seulement faire de l'humour, mais enseigner l'humour aussi. Puis, est-ce que tu sens que les contextes féminins d'humour, comme tu disais, le Lady Fest, par exemple, sont des contextes différents pour toi, pour te représenter, etc.? Oui, c'est différent parce que le public qui va voir Lady Fest, je pense que c'est plus un public qu'on va voir comme... Dans des cabarets, dans des environnements queer, dans des... C'est du public qui est déjà initié à ça, qui est ouvert, qui est vraiment là pour rire, pour avoir du fun. C'est différent dans les comedy clubs. Dans les comedy clubs, c'est un petit peu différent, puis tu vas le voir dans les bookers. Tu sais, quand je regarde, il y a plein de soirées sur lesquelles je suis invitée, puis sur une douzaine d'humoristes, on n'est que 2 filles. Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est différent. Donc, alors qu'elles sont là, les femmes. Ben oui, elles sont là. Elles sont là. Ben oui. Tout à fait, elles sont là. Mais ce que je trouve terrible, c'est que comment ça se fait que là, moi, je suis mettons, je suis la seule fille sur le pacing, ben c'est que sur mes épaules repose, ben, la visibilité des femmes. Tu sais, comme ce que vous allez voir ce soir en tant que femme, c'est elle. Fait que là, moi, il faut que je sois bonne en tabarnak pour montrer que... Tu comprends ce que je veux dire? Ok, oui, je vois. C'est pas juste. C'est pas juste, ça. Faudrait qu'on soit 6 filles, 6 gars. Après ça, on se partage toute la responsabilité. Bah oui, puisqu'on se dit pas ça d'un homme qui est. Je pense que c'est important qu'on notifie ce point parce qu'il y a quelque chose de fort qu'on est en train de dire là, c'est que les femmes sont là. C'est juste qu'on va pas chercher à les booker parce que on n'a pas le même rapport à comment on se vend en fonction de nos genres. Et la légitimité qu'il faut faire pour dire « Hey, prends-moi », c'est celle qu'on enseigne aux gars. Ouais. Genre, le système de booking de notre société ne fonctionne pas par rapport aux femmes artistes. Ouais. Donc, il y a quand même... Il y a un truc à réfléchir aussi. Si vous nous entendez et que vous faites partie de soirées où vous devez booker des gens, allez à la recherche de ces femmes-là. Genre, vous faites recommander sur Instagram. Quand il y a une artiste que vous trouvez sur Instagram, en général, elle est avec ses potes à un moment. Genre, ça se trouve. Oh ouais, tout à fait. Tu vois, il y en a plein. Il faut aller juste chercher ces femmes-là parce qu'elles sont partout. Elles sont partout, elles existent. Oui, tout à fait. Elles ne sont pas nulle part. Je crois qu'on a un espèce de stéréotype sur le fait que non mais il y en a que quelques-unes. Ouais. Que quelques, il y en a pas trop. Non, ça c'est complètement faux. Pas du tout. Ouais. Genre non. C'est juste qu'on est dans les cabarets, dans les milieux queer, etc. Parce que c'est là où aussi on nous a directement référencés. Parce qu'on sait que c'est une place safe pour nous, puis nanana. Exact.
yo, il y a la niaque, quoi. On est là aussi, quoi. Oh, ouais, On existe. tout à fait. Je suis à 100% d'accord avec Petit toi. plaidoyer. Vraiment, Est-ce que t'as vraiment. l'impression qu'on est encore dans des démarches aussi où genre les bookers ils vont prendre une ou deux femmes pour qu'il y ait des femmes? Je sais pas comment dire, mais c'est... Ben, je pense qu'ils vont pas le dire, mais Ouais. écoute, la réalité est que souvent, ça m'est arrivé que je voyais des listes de pacing, puis il y en a 2 femmes. Puis Ouais, c'est ça. Niaise-moi, là, que tu es en train de chercher la parité ici, là. Bah ouais, non, c'est ça. Fait que non, je pense qu'on peut vraiment faire un Ouais. plus gros effort. Mhm, mhm. Mais tu sais, moi, ça fait 13 ans là, que je donne des cours au lundi d'impro au Théâtre Sainte-Catherine, puis il y a des femmes, il y a des hommes, mais oui, la tendance est qu'il va plus avoir d'hommes qui ont la confiance de lever la main pour faire partie du Ouais. spectacle que de Mhm. femmes, alors qu'il y a des femmes qui sont extraordinaires, que je sais qu'elles Oui. auraient à 100% le potentiel de monter sa scène puis d'être excellentes, mais oui, je pense qu'encore dans l'inconscient collectif ou bien dans notre pensée, on a peut-être ce doute-là, cette honte-là qui est encore à quelque part, puis il faut qu'on brise, tu sais. Ou l'échec, peut-être que... Est-ce que toi, dans ton ressorti, Ouais. peut-être aussi de professeur, d'artiste et Mhm. sur toutes les casquettes que tu possèdes, c'est pas le sentiment d'échec qui est plus dur à vivre quand t'es une femme, peut-être, au final. Mhm, Ouais. Le peut-être. sentiment de, d'un seul coup, on a Paris. Ou, tu sais, comme une espèce Mais- de pression particulière. D'ailleurs, comment tu le vis ça, toi? Les échecs? Les échecs et les moments de blanc. Ah. Ouais. Ben, les moments... Si t'en vis. Les moments de blanc, je te dirais que j'en vis. J'en vis, mais je surfe avec vraiment facilement grâce à ma capacité d'improvisation. Mhm. Donc, puis je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ces moments-là de Oui. blanc, si tu es capable de vraiment les exploiter à sa juste valeur, parce qu'il y a quelque chose de beau dans le Mhm. déséquilibre, tu comprends? Là, Ouais. oh, fuck, il y a un fuck qui arrive. OK, il y a quelque chose de vrai qui s'installe, un stress de plus, c'est parce que c'est ça que c'est sur la scène. Quand tu es sur la scène, il y a une rencontre avec le public. C'est ça qui est la chose la plus belle pour moi de l'art vivant, c'est cette rencontre qui est live avec l'artiste puis le spectateur. Et trop souvent, je trouve que cette rencontre-là, elle n'est pas tout à fait là. Il y a comme trop, peut-être, de pratique. Il y a trop de préparation, tellement que le projet devient vraiment peaufiné, vraiment bien liché, mais on perd un peu de ce lien-là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis Ouais, ouais. l'échec nous permet justement de tisser un espèce de De point lien. Parce que Oui. il voit que tu t'es trompé. Exact. Tu sais, c'est vraiment- Puis il Et là, trippe. elle a- Puis honnêtement, en tant que public, quand tu vois ça, tu fais « Oh, comment qu'il va rattraper ça? C'est ça, il Ouais, était ouais, là. ouais. Là, ça devient excitant Mais parce c'est que vraiment là, du ping-pong, oui, quoi. mais C'est t'as trop bien. accès à la vulnérabilité, Oui, oui, la oui. vraie personne. On est tous Ouais. curieux. On veut tous savoir. Tu sais, on est tous humains, puis on aime ça parce qu'on fait des erreurs dans la vie. On veut voir comment il va faire. Ben tabarnouche, check ça, il est encore meilleur qu'il était tantôt. Ouais, Parce que ouais, là, il y a ouais. quelque chose de plus vrai, il y a quelque chose de... Ouais. Tu sais, Et ben, tu sens aussi que tu t'intègres dans le moment présent parce que dans ton travail, il y a quand même ce truc-là de aller chercher le moment maintenant. Tout à fait. La pire des choses que tu peux faire quand tu fais, que ce soit une pièce, un sketch, un numéro d'humour, la pire chose que tu peux faire, c'est d'essayer de le faire comme tu l'as fait il y a une semaine. Ah, c'était tellement bon la manière dont je l'ai fait, je vais essayer de faire la même affaire. Ouais, parce que c'est pas le même Oublie public, ça. quoi, aussi. Oublie ça. Ouais. Il faut que tu te dises, je vais aller sur la scène, puis on va voir comment ça va, comment je vais le livrer. Voyons, tu sais, soyons toujours Ouais. jamais sûrs de comment ça va aller. Mais Quand c'est tu... des... C'est ça, faut vraiment que tu te... T'aimes le danger. Ah, ouais, Ah, ouais, c'est moi, des à fond. montagnes russes, mais de. Yo, J'ai ça. fait de l'impro au cégep, j'étais en l'équipe de mon cégep et c'était, mais on était genre l'équipe la plus nulle et tout. Genre, à chaque Ah fois, on non. se faisait ramasser, mais c'était des montagnes russes d'émotions à chaque fois, mais c'est Ah dingue, oui, à genre, 100 ce que 000 tu à l'heure. ressens. Mais il y a quelque chose de vraiment... Tu sais, tu me dis comment est-ce que je vis l'échec? J'en mange. Ouais. Je mange. Je trouve ça extraordinaire. J'ai fait Quel talent récemment avec Carole Frivole, justement, au Monument National. Trop Devant bien. un public de 600 personnes. Oh, waouh. Tu sais, devant les caméras, ça passe à nouveau, puis tout ça. Puis j'arrive, puis je fais mon personnage flyé, pété. Puis j'ai eu une réponse du public, là, vive. C'était des huées. Ils me huaient à grand-gorge déployée. Le public était en furie. Il était fâché contre le personnage de Carole Frivole. Bouh! Non! Ah ouais. À grandeur du Monument National. Ah, il y avait juste ma famille et c'était les seules personnes qui ne huaient pas. Genre Ah ma mère non! elle était comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
tout le monument au grand complet me huait. Mais Il pourquoi? huait, Carole. Mais qu'est-ce que- Frivole. Pourquoi exactement? C'était Mais quoi déranger c'était quoi? quoi l'émotion C'était C'est comme si il y avait quelque chose de pas correct. Il y avait un vilain sur la scène. Ok. Il y avait une vilaine Ah sur ouais. la scène et elle était une sorcière. Je me suis sentie comme une sorcière. Ah, Ouais. Sérieux, s'il y avait eu un bûcher sur lequel il aurait pu me brûler, il l'aurait Et fait. Carole Frivole aurait fondu des fossiles. Oui, Oh oui, my c'était dérangeant. Ils ont été dérangés, fâchés. Ah, c'est puissant. Ouais. Wow. Puis Ah, je pense c'est que fou. c'est quelque chose. Moi, j'ai adoré ce moment-là parce que je me suis dit, Chris, si le public réagit comme ça, c'est parce que réellement, Il y a on quelque a un chose. inconfort avec la femme qui ose. C'est Et ça. la femme Avec qui, le culot que tu as pris d'incarner ça. Ouais, j'adore m'en les dire. Mais oui. Une femme laide qui Ah là crie, là. est-ce que c'est beau, man? Puis Ouais. là, le théâtre est plein. Je veux pas juger, mais en tout cas, il y avait beaucoup de personnes. Mhm. Je vais pas le dire, je vais pas juger. Mais des gens qui, monsieur, madame, tout le monde, qui n'aimaient pas ça. Ouais, Mm. c'est ça. Hmm. Mais c'est vraiment intéressant. Puis il y a il y a une artiste française qui s'appelle Marie Saint-Filtre, Ouais. qu'avec, je sais pas si Tu toi vois tu qui connais, c'est. je te montrerai Mhm. à la fin de notre interview. Puis cette femme-là, elle fait une ode, elle a même écrit un spectacle complet qui s'appelle Culot, Mm. tu vois. Et elle fait une ode à cette permission-là de déranger. Mhm. Et de déranger tout le monde, Ouais. et tout le temps, et sans aucun... Par exemple, elle est montée sur un défilé genre Chanel elle est montée sur le stage, puis elle a commencé à défiler. Il y a genre Gigi Hadid qui l'a arrêtée. Enfin bref, elle est puis elle dingue. défilait comment, Comme ça. genre? Hein, Ben, vraiment, vraiment, de- mais la façon- caricature ouais, à mort. assez Ah, caricatural quoi quand Ouais. même. Elle est montée Ouais. sur, tu sais, au Festival de Cannes pour récupérer Ouais. les prix, puis Ouais. elle a montré son cul. Oh! Wow! Pour vrai? Ouais. Puis Elle il y a est- quelque elle est- chose de ça que moi je retrouve dans ton travail, dans le sens où mais c'est comme quand Ouais, tu disais ouais. que tu t'es mis à poil À nu, et ouais. où ton corps Ouais, scénique c'est fou. n'est pas encore autre que celui du moment présent, Ouais. de ce que tu as besoin de revendiquer là. Ouais. Puis tu vois, il y a... Ça a été C'est- un moment vraiment important pour moi, Ah, ce moment-là. j'imagine. Puis, Bah oui. Ah, ouais. tu sais, là, maintenant que j'ai eu des enfants, tout ça, il existe un truc qui s'appelle le Mommy Makeover. Alors, Puis ça, ok. je trouve ça vraiment farfelu. C'est comme un package deal chirurgical pour enlever toute trace de ta maternité. Fait que ça, Wow. c'est un rajeunissement vaginal, une liposuction, refaire les seins. C'est comme vraiment pour que le corps de la femme retrouve comment il était avant, tu sais, d'avoir des enfants. Wow. Puis je trouve ça complètement pété, tu sais. Fait que Ça en dit long sur ce que Ça devrait être pense des beau, femmes. genre, Ouais. où tu Qui donnes accouchent. la vie, Mais genre. oui. Ça devait être ça devrait tellement être glorifié, Ouais. C'est intense. ces corps-là. Enfin, c'est. Puis Fait- c'est pour qui en fait? Mhm. Tu sais, eh ben, c'est pour qui? Ben, c'est ça. Ah, C'est pour Voilà. les hommes qui ont juste à jouir pour procréer un enfant et qui permettent de critiquer des corps de femmes. Alors, t'as juste eu à orgasmer, frérot. Non, c'est abusé, hein. Mais dans ton rapport à la maternité, justement, est-ce que tes enfants, t'as deux petits gars? Non, une fille. Une J'ai fille, une hein. fille de 5 ans puis un garçon qui va avoir Ah, 8 là, en avril. super. Ouais. Est-ce que tu vis du clown avec eux? Est-ce Ouais. que, genre, dans ta posture de maman, tu sens qu'il y a quelque chose Ah, justement ben oui. qui s'explore avec eux? Ouais, tout à fait. Ah, là, là. Mes enfants, ils adorent ça quand je fais le clown, quand j'ai ces moments-là où est-ce que je peux rigoler avec eux, faire des personnages, tout ça. Mon fils, il est tellement... il me supporte tellement dans mon, Ouais, oui, ça doit dans être- mon ordre d'humour, là. Et depuis que j'ai commencé, là, il commence à être de plus en plus conscient que c'est ça que je fais, tu sais, que je Ok. fais faire des blagues. Fait, quand je m'en vais dans mes spectacles, là, il dit, là, fais tes meilleures blagues, là. Fais-les vraiment rire. Puis, tu sais, je suis allée voir Jerry Seinfeld, puis je le faisais écouter de l'audio du spectacle. Puis là, il dit, OK, fais comme Jerry Seinfeld, change ta voix, tu sais, fais comme des personnages, fais-le ce soir, fais-le. Puis là, le lendemain, quand je le réveille le matin, il dit, t'as-tu fait comme Jerry Seinfeld? Il est là avec ses petits cheveux ébouriffés du matin, tu sais, puis il me demande, c'est bien important pour lui, tu sais, j'ai-tu fait? Puis je suis comme, oui, je l'ai fait. Et on rit. Ah oui, on rit. Ah, c'est mais beau. d'ailleurs, en parlant des enfants, on a Ouais, c'est une ça. nouvelle idée avec Hello, c'est qu'on on connaît, on a une amie qui a deux petits enfants, Ouais. et du coup, on leur a demandé de poser les questions à nos invités, les enfants. C'est Ah. ça. Donc, on a une question d'enfant pour Ouais, toi. Oh, wow, c'est ça. ok, Je c'est sais tellement pas, hot. je l'ai sur mon sel, il faudrait que... Moi, j'aime ça entendre la voix des enfants, fait que c'est parfait. trop mimi, à vous. Oh là là, Zoéline et Nathanoé, elles vont être trop contentes. Elles vont être vraiment trop contentes de savoir que tu l'as. Alors, c'est la question des enfants. Je le mets derrière. Ok,
pas le Quelle la blague position. tu poses Ah ouais, le plus souvent? l'improvisation. Quelle blague tu poses le plus souvent? Ouais. Ah oui. Comme deux questions. On peut aussi dire est-ce que genre il y a un contexte genre pour tes blagues, pour tes pièces de théâtre, ton improvisation où t'es plus comme à l'aise ou genre où t'as plus d'idées Tu préfères ouais. Ah ouais. Nice. On fait des bisous à Maïté alors. Bisous Maïté. Quelle blague que je pose le plus souvent? Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est tout ce qui fait partie de mon quotidien. C'est vraiment source d'inspiration toujours. Donc, c'est sûr que mon rôle de mère, ça fait partie de mon quotidien. C'est tellement nouveau pour moi d'élever des petits êtres. Tu sais, qu'est-ce que ça... Fou. Je veux dire, qu'est-ce que ça représente dans une vie d'être plus la personne qu'on élève, mais d'être l'autre... Tu sais, c'est quoi ça? C'est quand même extraordinaire. Puis de voir tout ce que ça implique, tu sais, tout l'effort, mais aussi le travail sur soi que ça implique. Un travail énorme. Est-ce qu'ils t'élèvent aussi, tes enfants? Ah ouais, Ouais. ben à fond, là, c'est ça que c'est. C'est vraiment ça, là. Tu sais, quand tu élèves un enfant, c'est autant de deux parties, là. Tu grandis. J'apprends énormément sur moi, je travaille énormément sur moi, tu sais, puis c'est vraiment beau parce que c'est une dose de... Ça te met vraiment... ça te fait rendre compte qu'il y a énormément de choses que tu as besoin de travailler, puis c'est extraordinaire. Ce qui m'amène à... Ouais. Oh. Vas-y. Est-ce que tu pourrais nommer quelque chose en particulier que tu as appris ou est-ce que comment en particulier ton rapport à la scène il a changé depuis que t'es mère? Ouais, mon rapport à la scène, comment ça change? Ben, je dirais que étant mère de 2 jeunes enfants, quand je suis sur la scène, je pense énormément à eux. Je pense énormément aussi à ma fille parce que j'ai une espèce de mission, une importance pour moi de lui montrer un modèle fort de femme sur scène. Ouais. Et un modèle de femme qui n'a pas peur d'être ridicule, drôle, laide, vraiment, tu sais, je veux lui montrer ça. Je veux lui montrer cette puissance-là. Ouais, donc je trouve on apprend, on l'a dit tout à l'heure, mais on apprend beaucoup à nos petites filles à être intelligentes, à être belle, à être posée, réfléchie, tout ça. Puis je trouve qu'il y a une énorme force dans le clown. Alors, c'est ça. J'aime beaucoup ça, tu sais. C'est beau, hein? Ouais. C'est trop beau. La force dans la vulnérabilité, genre, le clown, c'est vraiment ça. C'est se mettre l'espèce de sentiment de danger là que tu te permets de vivre. Ouais. Ouais. C'est ça qui est particulier parce que on a tendance à, tu sais, voilà, il faut qu'on soit tout confortable. Ok, ouais, on est bien. Il y a comme dans la rigidité, dans la psychorigidité, il y a quand même un truc comme ça. Parce que le rythme de la vie est tellement rapide, Ouais. en fait, on veut pas faire d'erreurs. On a comme pas le temps de faire des erreurs. Puis là, on veut réduire les risques, alors on prévoit tout. Mais il y a quelque chose de très pur, très beau, très vulnérable et vrai dans cette acceptation de allons-y avec qu'est-ce qu'il y a. Puis je trouve ça le fun d'avoir mes enfants. Je vis quelque chose de fou, tu sais, parce que mes deux, je les ai mis dans la musique, puis les deux, ils trippent. Là, mon fils, il joue du drum, ma fille, elle joue du ukulélé, puis on se parle à travers de la musique, tu sais. Je les vois vraiment s'émanciper dans quelque chose d'artistique, puis de puissant. Moi, je trippe avec eux. Ça doit être fou d'avoir une mère comme toi, hein. On Ah, doit bien ben, se marier, hein. On doit bien rigoler à la maison. J'ai énormément de plaisir avec eux, pour vrai. Génial. C'est fou, là. Et il y a la deuxième question, celle de Zoéline, qui te demandait est-ce qu'il y a un contexte où tu as le plus de facilité à trouver des idées ou des blagues? Trouver des idées ou des blagues, ça, comme tout à l'heure, j'en avais parlé avec mes morning pages, c'est vraiment là que je vais aller ouvrir. C'est vraiment un bon type. Hein. Ouais, donc cette écriture automatique-là que les écrivains utilisent, c'est vraiment bon Sans jugement, tac. C'est l'âme qui parle. Puis j'y tiens, là. Quand je te dis 30 minutes, c'est 30 minutes, puis t'arrêtes pas, là.
ça. Fait que ça, c'est important. Mais sinon, un contexte dans lequel, tu sais, je vais vraiment avoir du plaisir à faire rire les gens, tout ce qui est cette espèce d'ambiance feutrée des comedy clubs, où est-ce que tout le public, là, il est dans le noir, là. Tu sais, il y a vraiment comme, ils se sentent en sécurité. Il y a quelque chose que je trouve ça vraiment cool. Tu sais, l'espèce de flash, la lumière qui est bright, très pétante sur la scène, puis tout le reste, c'est vraiment noir. Tu sais, je trouve que il y a comme une espèce de moment dans lequel le public se sent vraiment libre. Il n'est pas regardé, il n'est pas jugé, il est dans le noir complètement. Ouais, et là, il peut regarder cette personne-là qui va le faire rire et rire. Parce que honnêtement, rire, c'est... Tu sais, tes muscles se contractent puis tu pousses des sons que... Mais là, tu le fais en toute liberté parce que tu es dans le noir. Oui. Et il y a d'autres personnes qui rient avec toi. Fait que l'échange de rire, ça fait en sorte que tu entends que c'est validé. Ouais. OK, les autres valident, on a le droit de rire de ça. Tu sais, comme c'est... Moi aussi, je vis ça, tu sais, puis il y a quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire dans une bande d'inconnus, un groupe d'inconnus qui se parlent au travers le rire collectif. Ils se disent comme, c'est vrai. C'est ça, je trouve ça vraiment beau. C'est vrai que c'est un truc qu'on fait en général qu'avec des personnes proches, le rire. C'est pas quelque chose qu'on partage. C'est quand même un truc complètement magique, le rire. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau connecte des choses ensemble pour que ça nous fasse un... ça drôle. Et tu brises le silence et tu ris, tu dis au monde... Tu vocalises. Je trouve ça drôle, là, tu sais, c'est du malaise aussi, c'est quand les gens sont malaisés, en général, qui rigolent. Ça dépend, il y a différents types de rires, mais il peut y avoir des rires que, c'est malaisé. Malaise. mais il y a quelque chose que je trouve franchement fabuleux quand des inconnus se retrouvent ensemble et passent un moment dans lequel ils communiquent à travers le rire. Ouais. Et ça me remplit de joie parce que je me dis, en ce moment, il n'y en a pas un qui est en train de penser à ses dettes, son divorce. Il n'y en a pas un Christ qui est en train de penser à ça. Là, ils sont tous en train d'avoir du fun. Puis pour moi, c'est excessivement important. Oui. C'est trop beau. Mais oui, et il va être temps de conclure. Est-ce que tu pourrais donner à nos auditoristes peut-être comment avoir du culot ou de l'audace dans la vie? La recette du recette du culot. C'est un peu compliqué comme question peut-être, mais... En fait, je te dirais, la recette du culot, ce serait... d'aller... honnêtement, de suivre l'amour, suis l'amour de l'autre, comme suis l'amour et pas la peur. Parce que, en tant que, si tu te retrouves sur la scène, c'est parce que quelque part, t'aimes l'humain puis tu veux que l'humain se retrouve. Tu veux que l'humain comprenne mieux sa réalité. Tu veux que l'humain aille bien. Alors, comprends ton rôle. Ta mission sur la scène, c'est de faire en sorte qu'il s'amuse et qu'il soit libre. Alors, libère-toi de cette peur du jugement. Libère-toi de la peur du jugement pour donner le réel cadeau au spectateur. Fait que, va avec l'amour, pas la peur. Ah, c'est beau. C'est beau dit comme ça. Merci. Oh, merci beaucoup. C'est une belle phrase à transmettre. Oui. Yo. Mais du coup, merci beaucoup. Merci pour cette interview. C'était merci. Tu t'exprimes tellement génial. bien, c'est fou. T'as utilisé que des beaux mots. On a eu trop de plaisir, c'était trop merveilleux. Oui. Puis vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ouais. On va... Je regarde par ici. Oh, wow! Salut! Donc, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site de Choc, bientôt sur le site de Radio Campus Paris. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Les Accoucheuses d'Idées, si vous êtes des gens qui écoutez le podcast en audio, pour voir la vidéo et voir la magnifique Maïté en live. Et on se retrouve dans 2 semaines. Avec une nouvelle invitée qui n'est pas encore certifiée, mais c'est un mystère. Restez avec nous. Voilà. Merci à vous. C'était Les Accoucheuses d'Idées.